Le procès de Amadou Aya Sanogo s'est ouvert aujourd'hui à Bamako. Le collectif des partis civils désiste et se retire de la salle. Nous y reviendrons plus en détail. Après 10 jours de grève, les agents de santé reprendront le service normal demain vendredi 12 mars 2021, selon le secrétaire général du syndicat des agents de santé de l'hôpital du Point G. Dans le cadre de la journée mondiale du rein, notre équipe de reportage s'est entretenue avec Dr Amadou Niatara, médecin néphrologue, pour mieux informer la population sur la dite maladie et les mesures de prévention. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le procès de l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo, qui s'est ouvert ce jeudi 11 mars à la cour d'appel de Bamako, connaîtra son épilogue le lundi prochain. Un accord et une possibilité d'exonération du général et ses coéquipiers dans l'affaire de l'assassinat de 21 bérets rouges en 2012 sera trouvé selon les avocats de la défense. Reportage Madina Traoré, Roger Kanouté. Poursuivi pour avoir ordonné l'assassinat de 21 bérets rouges fidèles à l'ancien président fait Amadou Toumani Touré ainsi qu'à ses coaccusés, le procès de l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo s'est ouvert ce lundi à la cour d'appel. La procédure pourrait en effet connaître son épilogue dans les jours à venir sans que la justice n'ait examiné le fond du dossier. En cause, une loi adoptée en 2018 à l'issue de la conférence d'entente nationale de 2017. Elle prévoit notamment d'exonérer des poursuites pénales des personnes ayant commis des crimes et des délits dans le cadre des événements liés à la crise de 2012. Ce qu'on peut retirer, c'est qu'au prime abord, les avocats ont présenté une exception tendant à l'extinction de l'action publique, conformément aux dispositions de l'article 3, 18 et 24 de la loi d'entente nationale intervenue en 2019. L'article 3 dit que les faits de 2012 liés à la crise de Bamako, liés à la crise de Bamako sont amnistiés, sont exonérés, c'est-à-dire sont effacés comme si des faits n'avaient pas existé. Ensuite, l'article 18 dit si les prévenus ou les accusés sont renvoyés devant une chambre de jugement, il appartient au parquet général d'organiser une assise au cours de laquelle la Cour va constater l'extinction de l'action publique, l'article 24. Or, l'article 18, comme je l'avais dit, prévoit que ces faits-là concernent nos clients. C'est pour cette raison que les avocats ont posé cette exception et les avocats ont été soutenus par le parquet général. On attend la suite que les juges décident le lundi prochain, 15. L'avocat, c'est l'optimisme. Quelle que soit la gravité des faits, l'avocat se bat, il gagne. Comme il peut perdre. Vergès a toujours défendu les causes perdues, mais aucun des clients de Vergès n'a été exécuté. Le procès se passe plutôt bien, parce qu'il se déroule suivant les prévisions de la défense. Vous savez qu'en 2019, il y a une loi d'entente nationale qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Cette loi dit en substance que les événements liés à la crise de 2012 ne donneront pas lieu à des poursuites pénales et que les personnes impliquées dans ces événements-là, c'est-à-dire les crimes et les délits commis à l'occasion de ces événements, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc nous avons décidé d'invoquer cette disposition légale qui a été prise par le peuple, puisque ce sont les députés qui l'ont votée. Et donc, pour mettre un terme à ces procès. Le procureur est allé dans le sens de la requête de la défense. C'est-à-dire qu'il a plaidé dans le même sens. Il a fait des réquisitions en précisant que le champ d'application de cette loi concerne bel et bien l'affaire des bérets rouges, l'affaire dite des bérets rouges. Vous savez, cette affaire qui a défrayé la chronique pendant longtemps et qui a malheureusement causé la mort de certains soldats de notre armée.
la loi d'entente nationale s'appuie sur le désir, la volonté de réconciliation nationale du peuple malien. Pour que ces événements-là, non pas qu'ils soient oubliés, mais qu'ils n'empêchent pas notre armée de se reconstruire au moment où elle a des défis importants auxquels elle doit faire face. Tous les accusés sont présents aujourd'hui. L'appel des noms a été fait et tous les accusés vivants, parce que certains sont décédés en cours de procédure, soit en cours d'instruction, soit depuis la fin de l'instruction. Les avocats de la partie civile ont adhéré, sont dans la même logique de réconciliation. Et qui plus est, les parties civiles ont été indemnisées. Il y a eu la réparation civile, c'est-à-dire les torts qui ont été causés, les préjudices causés aux familles des victimes a été indemnisé. A fait l'objet d'une indemnisation suivant un protocole d'accord signé entre les parties civiles et le gouvernement de la République. Je n'ai vu qu'une seule partie civile qui n'a pas été tuée, fort heureusement, et qui a subi des exactions lors de ces événements-là, et qui a intervenu à titre personnel. Mais sinon, les ayants droit des parties civiles, les ayants droit des victimes, c'est-à-dire des personnes qui ont été assassinées, ont toutes souscrit au protocole d'accord. Et logiquement, elles ont désisté de leur plainte, de leur action, puisqu'elles ont été indemnisées. Moi, je reste optimiste parce que la loi d'entente nationale reflète la volonté du Mali de passer outre ces événements regrettables que le pays a connus et de regarder résolument vers l'avenir. Ce matin, nous sommes venus, tout le monde était là. Les avocats de la partie civile ou des parties civiles ont pris la parole les premiers pour produire un protocole d'accord signé entre le gouvernement et les parties civiles. Au terme de ce protocole d'accord, les parties civiles ont reçu une indemnisation pour les crimes réputés avoir été commis. Et par conséquent, elles ont décidé de se désister de leur constitution de partie civile et de quitter ce procès. Pour ce qui concerne les accusés, les avocats de la défense ainsi que le procureur général ont demandé à leur profit l'application de la loi d'entente nationale. Cette loi est une loi de pardon et qui éteint toutes les poursuites contre tous ceux qui ont eu à commettre des crimes ou des délits dans le cadre des événements de 2012. Et ça, c'est un cadre très vaste. Cela va de la rébellion aux événements qui se sont produits au coup d'État et à toutes leurs suites. C'est ainsi que le procureur général a requis cela. Les avocats de la défense ont requis cela et la Cour va se retirer pour rendre sa décision sur cette question le 15 mars. Je vous signale que si la Cour donne une réponse favorable, ce dont nous ne doutons pas, eh bien nos clients seront totalement blanchis dans cette affaire, libres et rien ne figurera dans leur casier judiciaire. À noter que l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges connaîtra son épilogue le lundi 15 mars 2021 après l'application du protocole d'accord de la loi d'entente nationale. Également annoncé dans les titres, dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail, les syndicats des agents de santé des hôpitaux ont débuté une grève de 10 jours. Pour le secrétaire général du syndicat des agents de santé de l'hôpital du Point G, cette grève est survenue après l'échec des négociations avec la partie gouvernementale. Il indique que la dite grève prendra fin demain vendredi 12 mars au cours d'un entretien accordé à nos reporters. Alors, le préavis, nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous avons fait 5 jours. C'était en 2 phases depuis la grève, du 1er au 5, ensuite du 8 au 13. Pratiquement, c'était au 12 du moins. C'était
le préavis, environ 10 jours. Donc c'était cette grève-là. Et cette grève a démarré depuis le 1er mars et qui va prendre fin demain vendredi à 0h. Pourquoi la grève? Parce que nous avons déposé, à un moment donné, nous avons déposé un préavis, une doléance sur la table du gouvernement. Et il y a eu la conciliation, mais en 2 phases. La première phase, il y a eu 2 jours de conciliation, on ne s'est pas entendu. On a rompu et après on nous a appelés. Donc on a rejoint la conciliation pour la 2e phase. Et malheureusement, nous avons fini avec l'ensemble des doléances. Il n'y a pas eu de compromis. Sur 12 points de revendication, il n'y a eu que 3 points d'accord, 2 points d'accord partiel et le reste était des désaccords. Or, c'était des anciennes doléances sur lesquelles il y avait eu des accords. Donc ce préavis, c'était vraiment que le gouvernement mette en application les accords que le gouvernement avait donnés aux différents syndicats dans le passé. Donc c'était pratiquement des anciennes doléances qui étaient sur la table du gouvernement. Et à notre grande surprise, le gouvernement n'a pas fait de vraies propositions en réalité. Et sinon, le rôle d'un syndicat, ce n'est pas d'aller en grève. Nous sommes des agents de santé. Et qu'on soit compris dans ce sens, nous sommes des agents de santé. Mais si nous voulons travailler aussi, il faut que nous soyons dans des conditions idoines pour pouvoir travailler. On ne peut pas satisfaire un malade tant que nous ne sommes pas dans des conditions. Donc si vous voyez les points de doléance que nous allons dérouler, vous allez constater vous-même, l'opinion nationale et internationale vont constater pour dire vraiment les doléances, c'est des vraies doléances et que c'est des doléances, ce n'est pas pour les syndicats seulement, mais aussi c'est pour la population malienne. Et ce qui m'amène vraiment à un peu expliquer les différentes doléances. Sur le point 1, nous avons demandé à rendre effectives les mesures de sécurité et de motivation du personnel dans la lutte contre la pandémie. Donc ce qui n'est pas de la mer à boire. Nous avons demandé dans ce point seulement qu'on nous mette à disposition des équipements de protection individuelle, y compris les bavettes. Ces bavettes-là, c'est des bavettes de visiteurs. Normalement, quelqu'un qui manipule les échantillons ne doit pas porter ça. Quelqu'un qui est en contact direct avec un malade, ça ne protège pas. C'est des bavettes de visiteurs. Donc, nous avons demandé qu'on nous donne des bavettes qui correspondent aux normes. Des bavettes qui permettent de nous protéger. Et à savoir que nous avons perdu des collègues à cause de cette pandémie. Et ces collègues-là étaient motivés pour prendre en charge les patients de Covid-19. Malheureusement, il y en a, ils sont tombés malades, d'autres en sont décédés, et d'aucuns s'en sont sortis. Sur le point 2, nous avons demandé de mettre le personnel bi-appartenant dans ses droits. En faisant quoi? C'est-à-dire en payant intégralement les émoluments. Les émoluments, c'est comme une partie, si je veux bien expliquer, une partie du salaire des médecins qui sont chercheurs, qui sont enseignants à la faculté, mais aussi qui sont des praticiens hospitaliers. L'hôpital se repose sur ces médecins-là. Donc, la loi dit que ces bi-appartenants doivent recevoir des émoluments. C'est une loi. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté, mais c'est une loi qui le dit. Ensuite, comme 3e point, nous avons demandé de parachever le processus d'intégration des contractuels de l'État dans la fonction publique. Et chose qui avait été commencée déjà. Ça reste un 2e lot qui doit être intégré. Et l'État s'était engagé à le faire. Il y a longtemps, il y a plus de 6 ans, 7 ans. Donc, nous ne demandons que de parachever ce processus-là. Et en régularisant aussi leur situation administrative. Vous voyez, madame, des gens qui sont, depuis vers 2006-2007, on a demandé de les intégrer. Donc, les dossiers ont été fournis depuis ce temps. Le gouvernement n'a pas agi, sauf qu'en 2012, 2013, la première vague a été intégrée. Mais, entre-temps, les gens ont étudié. Avec le congé de formation qui a été octroyé par l'hôpital, les gens ont évolué. Certains qui étaient en catégorie C se sont retrouvés en BD, d'autres qui étaient en catégorie B1 se sont retrouvés en catégorie A. Donc, nous avons demandé de régulariser la situation administrative. Ensuite, nous avons demandé de rendre effective la prise en charge gratuite des soins médicaux et médicaments pour le personnel socio-sanitaire. Ça aussi, c'est une ancienne doléance. Le gouvernement s'était engagé.
pour le personnel socio-sanitaire qui travaille urgemment, donc pour qu'on puisse bénéficier de la gratuité sur les médicaments. Ensuite, nous avons demandé l'amélioration du plateau technique. Je vous avoue que ce point seulement suffit pour être déposé comme doléance, pour aller en grève. Parce que, comme on le dit à Mambara, nous ne pouvons pas travailler aujourd'hui sans être dans des conditions, sans avoir les moyens. On l'a dit, on ne peut pas se débrouiller dans un CHU. Dans un hôpital, on ne se débrouille pas. Chez nous, ici, c'est l'obligation de moyens. Et nous avons l'obligation aussi des résultats. Même si le médecin, la vocation du médecin, ce n'est pas de ressusciter une personne. Ou bien de faire tout pour que la personne ne meure pas. Non, le médecin, c'est de prodiguer des soins de bonne qualité. Mais pour prodiguer des soins de bonne qualité, il faut que tu sois dans des conditions aussi. Il faut que tu aies des équipements de dernière génération, des équipements qui sont à la hauteur, qui peuvent concurrencer les autres hôpitaux, les autres pays. Et c'est ce que nous avons demandé. Et si vous considérez aussi, dans nos CHU, nous avons une insuffisance de personnel. La plupart du temps, nous avons des bénévoles qui dépassent même les contractuels ou bien les fonctionnaires. Et nous avons demandé un recrutement, surtout au niveau des spécialistes, pour qu'on puisse soigner le Malien. Parce que nous savons que nos pauvres parents, nous-mêmes, nous sommes des malades potentiels. Les parents qui sont dans les villages, etc., qui quittent les régions, s'ils viennent dans nos hôpitaux, tels que Pongé Gabriel Touré, l'hôpital du Malikati, les hôpitaux de référence, il faut que nous ayons un plateau technique qui puisse prendre en charge ces malades-là dignement. Ils n'ont pas les moyens pour aller se faire soigner à l'extérieur. Pour ces hôpitaux, particulièrement il y a l'hôpital du Point G. La grève a été suivie à 100%, contrairement à ce que d'aucuns disent sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est quand vous venez à l'hôpital, vous-même vous êtes à l'hôpital, vous savez comment ça se passe en réalité. Comme on le dit en Bambara, quand on dit à Gabriel Touré, ça a été suivi à 100%. À l'hôpital dermatologique du Mali, c'est pareil. À l'hôpital de Kati, ça a été suivi. Je ne peux pas dire à 100% parce que je n'ai pas été à l'hôpital de Kati, mais selon les informations, ça a été suivi. Les camarades qui étaient là-bas disent que ça a été suivi, même si certains camarades, d'autres camarades, ont fait un communiqué pour dire qu'il y a des... Ça c'est vraiment c'est des agréments pour la gestion des grèves. Bon, aussi, selon certaines informations, il y a quelques camarades aussi de l'hôpital du Mali qui ont suivi cette grève. Voilà en gros les hôpitaux qui étaient concernés et dans lesquels on a parlé de grève et que la grève a eu lieu. Le 12 mars est célébré chaque année Journée mondiale du rein. Le thème retenu pour cette année est la santé rénale pour tous et partout. Notre équipe de reportage a mis l'occasion à profit pour s'entretenir avec un spécialiste de la dite maladie afin de mieux informer la population. Selon Dr Amadou Niatara, médecin néphrologue, cette journée vise à accroître à la fois l'éducation et la sensibilisation à la gestion efficace des symptômes et à la responsabilité des patients. Il répond aux questions de nos reporters. Cette journée de lutte contre la maladie rénale représente pour nous une journée importante parce que c'est une journée que nous devons utiliser pour sensibiliser la population afin de pouvoir réduire l'impact de la maladie rénale au niveau de la communauté. La maladie rénale chronique, c'est la présence soit de stigmates, soit biologiques ou morphologiques pendant plus de 3 mois. C'est-à-dire la présence de stigmates, soit biologiques ou morphologiques, existant depuis plus de 3 mois. Et elle peut être associée soit à une insuffisance rénale. Donc la maladie rénale chronique a plusieurs causes. Et dans notre contexte, les premières causes de maladie rénale, c'est d'abord le diabète, l'hypertension artérielle, certaines maladies immunologiques, les uropathies et certaines maladies d'origine toxique, notamment l'utilisation de certains produits tels que les anti-inflammatoires, l'utilisation des produits traditionnels,
notamment la phytothérapie. Et à côté aussi, il y a les causes génétiques, notamment la polykystose rénale aussi qu'on peut rencontrer. La maladie rénale évolue à bas bruit et le plus souvent, nous n'avons pas de signes spécifiques qu'on peut utiliser ou bien étiqueter pour dire que tel est le signe spécifique de la maladie rénale. Mais c'est après tant d'évolution, arrivé au niveau du stade de sévérité de la maladie, que certains signes peuvent commencer à se manifester. Et notamment parmi ces signes, on a l'hypertension artérielle, on a les œdèmes et on a aussi la sensation de fatigue et des vomissements incoercibles et puis l'asthénie généralisée et l'anorexie. Donc pour prévenir cette maladie rénale, il faut nécessairement faire le dépistage à grande échelle dans la population, surtout quelle population? La population des diabétiques, la population des hypertendus, la population des sujets âgés et la population aussi de ces personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Boire beaucoup d'eau ou bien ne pas boire beaucoup d'eau, ça n'impacte pas la fonction rénale. Chaque organisme fonctionne selon son modèle de fonctionnement. Maintenant, l'apport d'eau peut impacter la fonction rénale, comme ça peut ne pas l'impacter. Donc c'est pour cela le fait de dire boire beaucoup d'eau ou bien ne pas boire beaucoup d'eau, nous ne considérons pas ça comme un signe de maladie rénale. Il y a toujours quelque chose qui entraîne une diminution de l'eau dans l'organisme. Et ça, généralement, ce sont des maladies. Bon, si la prise en charge n'est pas faite rapidement, les conséquences sont surtout les conséquences d'insuffisance rénale chronique au stade terminal, où il faut maintenant faire la dialyse sur ce malade. À défaut de la dialyse, dans notre contexte, le malade peut facilement mourir. Il faut vraiment faire la dialyse. Voilà. Mais dans certains pays où les moyens existent, il y a la transplantation rénale aussi. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques, mais nous savons quand même que la maladie existe et ça progresse aussi au niveau de la population générale. Et nous avons, rien que cette année, près de 550 malades qui sont suivis en dialyse. Voilà. Et ça montre vraiment que la maladie est en nette évolution. Notre mot de fin par rapport à la maladie, c'est vraiment inviter la population à faire le dépistage de masse. Et il suffit juste de se présenter dans une structure de santé et demander à faire un bilan rénal, c'est-à-dire une analyse d'urine, une prise de sang ou une simple échographie peut guider vraiment le médecin à avoir une idée est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ou pas. Donc c'est vraiment inviter la population à le faire, surtout la population de diabétiques, les sujets âgés et la population des hypertendus. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision. Jamais.